Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation et aujourd'hui on vous parle de l'eau et la filière équine. Alors pour ça, je reçois deux personnes, Agatha Jekens. Agatha, tu es ingénieure agronome, chef de projet en lien avec l'environnement et le développement durable à l'IFCE. Je reçois également Françoise Lumalet. Françoise, tu es ingénieure développement, chef de projet spécialisé dans les infrastructures équestres à l'IFCE. Bonjour à toutes les deux. Donc, sur ce sujet de l'eau, Agatha, peux-tu nous faire déjà une introduction ? Oui, tout à fait. Comme pour le podcast sur le changement climatique, on va voir que la thématique de l'eau est vaste et complexe. Les études sur la filière équine sont encore peu nombreuses et il est difficile d'objectiver des solutions ou d'avancer des chiffres précis. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir un socle commun de connaissances, d'avoir connaissance aussi des enjeux liés à l'eau et à la filière équine, et qu'on puisse ensemble mener des réflexions sur ces questions-là. Alors, je voudrais, Agatha, qu'on commence déjà, avant de s'intéresser proprement dit à la filière, qu'on comprenne bien le cycle de l'eau et les perturbations possibles liées aux événements climatiques. Peux-tu nous en parler ? Tout à fait. On va reprendre les bases. La hausse de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère a pour conséquence une augmentation de l'énergie qui s'accumule sur Terre. Alors, cette chaleur, elle va être absorbée sur plusieurs compartiments ? C'est ça, exactement. Elle va être déjà absorbée dans le compartiment eau, à hauteur de 93%, avec pour principale conséquence l'augmentation de la température de l'eau, notamment en surface. D'ailleurs, le GIEC, dans son 6e rapport, cite « Depuis 1900, l'océan s'est réchauffé plus rapidement que depuis la fin de la dernière déglaciation, il y a environ 11 000 ans. » Ensuite, le deuxième compartiment, c'est les glaces, les glaciers, les banquises, à hauteur de 3%. Là encore, la conséquence, c'est leur fonte, donc l'élévation du niveau de la mer. Dans les sols également ? Oui, à hauteur de 3%. Là encore, il y a une élévation de la température des sols, donc la fonte du permafrost, qui a d'ailleurs d'autres conséquences, mais aujourd'hui on ne va pas en parler. Et dans l'atmosphère ? Et enfin, à hauteur de 1%, la chaleur va augmenter la température de l'atmosphère. Alors l'augmentation de la température de l'eau et de l'air que tu viens d'évoquer, elle a pour conséquence d'impacter l'évaporation ? Tout à fait. Donc l'évaporation va être perturbée, et ainsi tout le cycle de l'eau qui en découle aussi, donc la formation des nuages, les précipitations. D'ailleurs, l'augmentation de la température de l'eau a aussi pour conséquence l'augmentation du niveau de la mer, car l'eau chaude se dilate, et ici, 50% de la montée des eaux est due justement par l'élévation de la température de l'eau. Là où la fonte des glaciers et de la calotte glaciaire est responsable qu'à 42%, selon le GIEC. Et cette évaporation, elle se produit aussi sur les sols ? Effectivement, l'eau peut aussi s'évaporer en moindre mesure au-dessus des sols, ce qui a pour conséquence un assèchement de ceux-ci. Un autre effet qui est un petit peu moins connu, c'est l'évapotranspiration. Effectivement, les plantes vont relarguer de l'eau dans l'atmosphère via l'évapotranspiration, et on estime qu'une plante relargue l'équivalent de son poids chaque jour en eau via l'évapotranspiration. Donc là encore, on a un impact sur l'assèchement des sols. Oui, très important. Quelles sont les conséquences globales de ces phénomènes ? On aura déjà l'atmosphère qui pourra transporter de l'eau plus loin, mais aussi en transporter plus. Donc on a des risques d'événements extrêmes. Il va moins pleuvoir en été, plus en hiver. Il va moins pleuvoir dans le sud et plus dans le nord. Oui, ce qui explique les perturbations qu'on constate déjà. Exactement. Les débits des cours d'eau seront aussi perturbés, car les glaciers ne jouent plus leur rôle de régulateur. Et selon l'état du sol, l'eau ne s'infiltre plus et ne recharge plus les nappes. Avec des phénomènes de ruissellement importants. Exactement. Donc on aura du ruissellement trop important et parfois un arrêt de l'alimentation des zones qui en ont besoin. Et on a aussi un autre phénomène, c'est que finalement, plus il fait sec, plus il fait chaud, plus on a de l'évapotranspiration. Oui, plus on a des sols qui s'assèchent. Oui, un engrenage, quoi. C'est ça. On oublie aussi les conséquences sur la qualité de l'eau. En effet, il faut savoir que plus il y a de CO2 dans l'air, plus il y a de CO2 qui va se dissoudre dans l'eau. Donc on parle d'acidification de l'eau. Et là, on aura des impacts sur la biodiversité marine qui dépend finalement du pH de l'eau. C'est la même chose pour les températures ? C'est ça. Plus l'eau est chaude, moins l'oxygène se dissout dans cette eau-là. Là encore, on aura des impacts sur la biodiversité.
Et enfin, moins on a de débit, moins on a de dilution des pollutions éventuelles. Et finalement, ces polluants peuvent se retrouver dans les sédiments, mais peuvent aussi impacter la biodiversité, là encore. Alors, on s'est intéressé à ce cycle de l'eau de façon générale. Maintenant, François, je voudrais qu'on rentre dans les conséquences pour la filière équine de ces changements, de ces perturbations. Comme Agatha vient de le dire, et je crois que c'est un constat désormais partagé par tous, le cycle de l'eau est perturbé. Partout sur le territoire, de manière très inégale, ce qui donne lieu soit à de fortes précipitations, soit à de faibles précipitations ou à une absence quasi de précipitations, comme on l'a constaté ces derniers temps. Oui, avec des grosses disparités géographiques. Ça amène les préfets dans les départements à prendre des arrêtés sécheresse avec 4 niveaux de risque. Ça va de la vigilance jusqu'à la crise. Et évidemment, des périodes plus ou moins longues d'interdiction à des moments qui étaient complètement inhabituels. On peut avoir des arrêtés sécheresse pris au mois de février et qui vont durer jusqu'au mois de décembre suivant, ce qui n'existait pas il y a quelques années. Et qui vont fortement impacter les événements équestres. Les sécheresses contribuent à la diminution des débits des cours d'eau, des réserves dans les eaux souterraines, soit parce qu'elles ne sont plus approvisionnées, soit parce qu'elles sont surexploitées ou en tout cas qu'on pompe trop d'eau à l'instant T. Dans la filière équine, les impacts sont variables, mais ils peuvent se répartir en grandes catégories. Le premier, c'est l'abreuvement. Et heureusement, on n'a jamais vu d'arrêté préfectoral interdisant l'abreuvement, encore. Il faut souhaiter que ça n'arrive jamais. Mais des éleveurs ou des structures situées, par exemple, dans des zones où c'est l'alimentation en eau naturelle qui prime, vont être obligés d'apporter par citerne l'eau à leurs animaux. Oui, du fait de la diminution de la ressource naturelle aussi. Tout à fait. Le deuxième point, peut-être le point majeur en termes de consommation, le plus emblématique en tout cas, c'est l'arrosage des aires de travail. On y reviendra tout à l'heure. L'interdiction, la limitation de l'arrosage a des impacts sur les activités quotidiennes et sur le calendrier des manifestations, que ce soit les courses ou les concours. Autre impact au sujet du déplacement des vecteurs de maladies, notamment ? Oui, on y pense moins, mais la modification du cycle de l'eau induit également soit des proliférations, soit des disparitions de certaines plantes ou de certains animaux. Et on va avoir comme ça des plantes indésirables, toxiques, qui vont pouvoir prendre davantage de place. On a aussi des phénomènes un petit peu particuliers, des animaux sauvages qui habituellement trouvaient des points d'eau naturels et qui vont aller boire dans nos abreuvoirs et contaminer ainsi parfois nos chevaux. Ou l'arrivée de nouveaux insectes aussi également. Les tiques, effectivement, les moustiques porteurs de virus ou de maladies. Tu parlais tout à l'heure de l'abreuvement, mais il y a un autre impact qui peut être mesuré pour les chevaux directement, c'est l'alimentation avec les cultures et la pousse de l'herbe. On a effectivement besoin d'alimenter nos chevaux à l'herbe et aussi avec des céréales ou d'autres productions. Et les cycles de ces végétaux vont être fortement perturbés par le changement climatique. Ça pourra amener des cas de fourbure, par exemple, très tôt en saison, parce que la pousse de l'herbe est avancée, démarre dès le mois de février parfois. On a des recours au foin aussi qui vont être plus précoces, faute d'herbe, donc des stocks qui vont fondre et des coûts qui vont augmenter. Ça induit aussi de nouveaux risques, notamment en ce qui concerne les incendies ? On y était habitué dans le sud de la France depuis des années, mais on a vu remonter ce risque incendie. La Bretagne en a été l'objet il y a 1 an maintenant. Ça peut amener des délocalisations de centres équestres ou d'éleveurs, par exemple, ou des évacuations préventives qui vont perturber les activités. Et à l'inverse, l'excès d'eau, les inondations vont avoir les mêmes incidences quasiment. Oui, les périodes de pluie intenses vont causer d'autres désordres. Ça va être la faible portance des sols, la mise au pré qui va être plus compliquée, la détérioration, la boue, tout ce que les propriétaires d'équidés connaissent bien. Et cette dégradation des sols, elle impacte aussi la pousse de l'herbe ou des cultures qui doivent prendre la suite. C'est donc tout le système qui est impacté. Et des zones à risque qui vont impacter aussi les structures équestres. À l'opposé des zones de sécheresse ou d'incendie, on va trouver effectivement des plans de prévention des risques d'inondation ou risques de submersion marine qui vont contrarier les projets des structures équestres implantées en empêchant par exemple leur extension ou carrément en leur demandant de déménager. Oui, et cette raréfaction de l'eau, elle risque d'entraîner aussi des conflits entre zones géographiques. C'est vrai que les projections ne sont pas forcément rassurantes. On a des études, celle de Météo France publiée en 2020, qui envisage des sécheresses plus longues en été, en moyenne de 5 à 10 jours par an. Mais c'est une moyenne, ça peut être très contrasté. Des pluviométries qui devraient baisser d'au moins 10%. Et tout ça, ça génère des conflits, ou ça peut générer des conflits.
Avec les autres productions agricoles, lorsque on va avoir une dérogation pour arroser un terrain à enjeu national de concours hippique, alors qu'on interdira l'irrigation des cultures. Et puis aussi en tant que citoyen, lorsqu'on n'a plus le droit d'arroser son potager ou sa pelouse et qu'à côté, le centre équestre arrose sa carrière. Alors Agatha, Françoise vient d'un peu nous brosser tous les impacts que peuvent avoir ces effets du changement du cycle de l'eau sur la filière équine. Mais de quels usages ou quel levier dispose-t-on pour améliorer ça ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais avancer 2 définitions sur l'eau consommée et l'eau prélevée. En effet, ce n'est pas la même chose. L'eau prélevée, c'est celle qui va donc être prélevée du milieu et restituée tout de suite derrière. Donc on peut parler notamment de refroidissement des centrales nucléaires, qui est le secteur économique aujourd'hui qui prélève le plus d'eau, donc à hauteur de 61%. A contrario, on a l'eau consommée, c'est celle qui est prélevée mais non restituée dans son milieu. Et là, c'est l'agriculture qui est le secteur le plus consommateur, à hauteur de 58%. C'est pour l'irrigation, par exemple. Et finalement, pour les activités équines dans leur totalité, aujourd'hui, il est très difficile d'avancer des chiffres précis, parce qu'effectivement, on manque d'études qui permettraient d'avancer une consommation totale pour la filière équine. Alors dans cette filière équine, il y a des usages directs de l'eau, déjà ? C'est ça. Un des premiers usages, en effet, c'est l'abreuvement. On a des chiffres selon le RESP qui avancent qu'un cheval va boire 5,2 litres d'eau par jour pour 100 kg de poids vif. Donc pour un cheval de 600 kg, on peut avancer 30 litres d'eau par jour bu. Pour un âne, on va être entre 18 et 35 litres par jour. Mais là encore, attention, beaucoup de facteurs vont faire varier ces valeurs-là. La teneur en eau des aliments, certaines affections et pathologies, le stade physiologique, l'exercice, les conditions météorologiques, etc. Un autre usage très important, c'est tout ce qui concerne les soins, les douches, pour les chevaux au travail notamment. Effectivement, une douche, on peut estimer aujourd'hui qu'elle peut consommer jusqu'à 200 litres d'eau, voire plus. Et il faut bien aussi savoir que l'ADEME estime qu'un particulier consomme déjà 148 litres d'eau par jour pour sa consommation personnelle. Donc faire son linge, faire la cuisine, aller au WC, etc. Donc aujourd'hui, il faut certes garder en tête le bien-être animal et doucher les équidés qui en ont vraiment besoin, mais il faut aussi raisonner sa consommation d'eau, notamment vis-à-vis de ces chiffres-là. Et puis bien sûr, il y a le lavage du matériel et l'arrosage. Tout à fait, ne pas oublier le lavage du matériel, l'arrosage des espaces verts, les autres usages, donc là encore les douches des humains, etc. Alors justement, Françoise, dans l'arrosage, le plus important, c'est les aires de travail. Clairement, la qualité des sols équestres qui sont proposés sur le marché depuis quelques décennies est majoritairement liée à la teneur en eau. On est sur des sols en sable, essentiellement, et le livre blanc des sols équestres édité par la Fédération équestre internationale confirme cette donnée de l'importance de la teneur en eau. L'image de la plage est sans doute le plus parlant. En haute plage, lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le sable, on est sur un sol qui est très profond, très peu praticable, alors qu'au bord de l'eau, lorsqu'il y a cette présence des vagues, on va avoir une qualité de sol finalement très intéressante pour les chevaux. On essaye de reproduire ça dans les carrières d'équitation et ça consomme entre 2000 et 2500 mètres cubes pour une 60 mètres par 40, qui est le standard à peu près qu'on trouve partout, ce qui est non négligeable. Oui, tout à fait, oui. Bien sûr, ça varie aussi en fonction de la position de la carrière dans le relief, de la présence de haies tout autour, des matériaux qu'on peut associer, des adjuvants, des fibres synthétiques qu'on peut rajouter, mais ces solutions-là ne sont pas sans poser de questions sur les éventuelles pollutions du sol et de l'eau. Alors Agatha, il y a quelque chose auquel on ne pense pas souvent, c'est qu'il y a aussi des usages indirects de l'eau dans la filière équine. Tout à fait, c'est ce qu'on va appeler l'empreinte eau de la filière, et notamment la production de l'alimentation des animaux. L'herbe, le foin, les céréales, que ce soit via la pluie ou l'irrigation, ont besoin d'eau. Et on a ainsi beaucoup de questions qui se posent. Comment gérer la production de cette alimentation pour qu'elle s'adapte au changement climatique ? Aujourd'hui, on manque d'études, mais on se pose beaucoup de questions sur ces thématiques. Comment adapter son parcellaire pour retenir plus l'eau quand on en a besoin ?
On va parler de permaculture, de haies et surtout de maillage de haies qui va permettre de freiner le dessèchement et de retenir l'eau dans les sols. Quelles variétés végétales peuvent s'adapter à la sécheresse ? Quand l'herbe ne poussera plus, quelles nouvelles sources d'alimentation pourra-t-on utiliser ? Les haies fourragères, l'enrubanné peut-être ? Et surtout, que faire quand il y a trop d'eau ? Un autre usage indirect, c'est tout ce qui est lié aux soins vétérinaires, la maréchalerie, la production du matériel des bâtiments. Ce sont tout autant d'usages indirects, mais qui consomment de l'eau dès lors qu'on a un cheval et qu'on s'en occupe. Alors finalement, on a vu un petit peu quels étaient tous ces usages de l'eau et les leviers possibles. Mais en fait, quelles sont les sources d'eau mobilisables ? On a tout d'abord l'eau de surface courante ou fixe. Ce que je veux dire par là, c'est tout ce qui est mares, étangs et rivières. Donc selon la quantité d'eau prélevée, il va falloir faire des déclarations, voire des autorisations. Et ces informations sont à retrouver dans notre article Eau et réglementation sur Wikipédia pour en savoir plus, pour savoir vers qui se tourner, etc. Il faut aussi garder à l'esprit que dès lors que les animaux ont accès à un cours d'eau, il faut penser à l'aménagement des berges. La réglementation française aujourd'hui n'interdit pas l'abreuvement des animaux dans les cours d'eau, mais par contre, dans certains départements, il peut y avoir des arrêtés préfectoraux qui imposent l'aménagement des berges pour préserver la qualité de l'eau. Et là encore, en parlant de qualité, il n'y a aujourd'hui aucune norme de potabilité animale, seulement des recommandations sur les aspects physico-chimiques. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre article Wikipédia qui s'appelle « Qualité de l'eau d'abreuvement » qui permettrait de vous donner finalement les références de ces recommandations sur les aspects physico-chimiques. Alors une autre source d'eau souvent utilisée, c'est l'eau souterraine ? Exactement, via les forages notamment. Aujourd'hui, la réglementation impose de déclarer son forage, même pour un usage domestique de moins de 1000 m3 par an. Et selon le prélèvement, le forage doit être déclaré soit en mairie, soit en DDT. Au-delà d'une certaine quantité d'eau, il est même soumis à autorisation. Le prélèvement d'eau doit aussi être déclaré au-delà de 10 000 m3 par an. Là encore, ces informations sont à retrouver dans notre article Eau et réglementation pour savoir quelles sont les spécificités de votre forage et savoir quelle marche est à suivre. Une source fréquemment utilisée aussi, c'est l'eau du réseau d'eau potable. Tout à fait, là tout le monde connaît ses avantages, elle est potable, mais aujourd'hui elle a un coût et elle peut aussi se heurter à l'acceptabilité sociale dont a parlé Françoise tout à l'heure. Alors quelque chose auquel on pense souvent aussi, c'est l'eau de pluie. Il faut savoir effectivement que l'eau de pluie, déjà c'est de l'eau déminéralisée et qu'il y a de nombreux facteurs qui vont influencer sa composition. Déjà l'environnement, donc la présence d'activités industrielles ou agricoles, la présence de polluants atmosphériques potentiels, le ruissellement, donc l'état des toitures, la localisation du toit, le stockage, donc température de stockage, les matériaux utilisés, le temps de séjour, etc. Il y a une réglementation d'ailleurs sur l'usage de l'eau de pluie. Aujourd'hui, elle est en train de se mettre en place pour assouplir son utilisation et pour le moment, 2 décrets encadrent cette ressource, les décrets de 2008 et de 2023. Notamment dans les établissements recevant du public, il faut savoir que les réseaux d'eau potable et les réseaux d'eau de pluie doivent être séparés. Il y a interdiction d'utiliser de l'eau de pluie dans les bâtiments aux heures d'ouverture du public et une signalisation est obligatoire. Alors tu parlais de ruissellement là, avec les eaux de pluie, mais il y a aussi cette possibilité de récupérer ces eaux. Tout à fait. N'oublions toutefois pas que cette eau de pluie collectée disparaît de l'écosystème pour un certain temps. Donc collecter de l'eau peut avoir un impact sur les cours d'eau, les ruisseaux, et finalement sur toute la vie qui en dépend, faunistique et floristique. Une autre utilisation importante, à préconiser, c'est la réutilisation. La réutilisation des eaux usées traitées, qu'on appelle la REUT, effectivement. Aujourd'hui, on a 2 nouveaux arrêtés qui encadrent cet usage, dans le cadre d'activités agricoles, mais aussi pour l'arrosage des espaces verts. Et là, on inclut les golfs, les stades et les hippodromes expressément. Alors Françoise, ces sources d'eau mobilisables, elles sont malgré tout contrôlées. Il y a une législation là-dessus. Qui est chargé de ces contrôles ? Et oui, comme toute réglementation, il faut la respecter et celle sur l'eau n'échappe pas à la règle. Il vaut mieux se mettre en conformité avant de se faire contrôler, ça paraît être une évidence. Et puis quand on veut, par exemple, demander des subventions, c'est aussi une précaution bien utile. Les détenteurs d'équidés sont soumis au règlement sanitaire départemental, au RSD, qui est consultable sur le site des préfectures et des agences régionales de santé. Et la conformité au RSD, elle peut être vérifiée donc dans le cadre de contrôle dans chaque département par les agents de l'Office français de la biodiversité, par les agents des DDT, donc des directions départementales des territoires et de la mer quand il y a la mer, qui sont des inspecteurs de la police de l'eau et de l'environnement et qui peuvent faire des contrôles programmés, inopinés ou suite à des constats de pollution. Alors justement, Françoise parle de pollution. Agatha, quand on évoque la problématique de l'eau, on est souvent sur cette problématique de la qualité de l'eau. Oui, et la filière peut avoir un impact positif ici.
En effet, en maintenant des prairies permanentes et un parcellaire avec des haies qui jouent le rôle de filtre et le maintien de couverture permanente des sols, on va limiter le ruissellement et stocker ainsi l'eau dans les sols. Dans le cadre des pollutions, il y a un risque important via les déjections en général. Tout à fait. Donc on va parler de pollution bactériologique, chimique. En fait, on va parler de tout ce qui est apport d'azote et de phosphore lié aux déjections, via les fumières et les aires de vie stabilisées. N'oublions pas aussi toutes les pollutions liées au plastique et aux matériaux chimiques qui sont issus des aires de travail, lorsque l'on utilise les adjuvants ou des matériaux plastiques, dont a parlé Françoise. Et finalement aussi, posons-nous la question de l'artificialisation des sols et l'imperméabilisation de ceux-ci, et l'impact que cela peut avoir sur la pédofaune, la biodiversité dans les sols. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que quand le sol est en bonne santé, on a une bonne santé hydrique de ce sol. Il faut donc bien penser l'aménagement de son parcellaire pour garder l'eau le plus longtemps possible dans ces sols. Ainsi, on aura des impacts bénéfiques sur tout le reste. Alors, quelle est la conduite à tenir une fois qu'on sait tout ça maintenant? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos acteurs de la filière pour une meilleure gestion de l'eau? Comme pour le changement climatique, le tout premier levier, la toute première étape, c'est la prise de conscience. Initier une réflexion systémique ou globale, réfléchir à tous les impacts possibles. Parmi les leviers beaucoup plus techniques, avant tout, réduire ses consommations. Ne pas consommer, c'est l'objectif premier. Et ensuite, il va falloir réduire ses consommations. Donc pour cela, déjà poser des compteurs, connaître ses consommations, c'est une première étape. Cela permettra de traquer les fuites et de raisonner sa consommation d'eau au quotidien. Les douches des chevaux, le lavage des installations, du matériel, les toilettes, etc. Il y a aussi raisonner son arrosage des aires de travail, donc arroser moins et rechercher des sols équestres alternatifs. Oui, finalement, Françoise, il faut adapter ses activités pour consommer moins. Comme toutes les autres activités économiques ou les autres sports, et on en entend parler à propos du ski, à propos du kayak ou de toute autre activité, on a besoin effectivement de réfléchir à nos planning d'entraînement, planning de compétition, à notre organisation du travail, comment on aménage pour des stages d'été par exemple, et des enfants, des plages horaires différentes. On a besoin d'innover aussi sur les activités qu'on peut proposer et sur les lieux dans lesquels se déroulent les activités, en utilisant une clairière dans un bois lorsque la carrière n'est pas praticable, par exemple. Bref, se poser des questions et rechercher des solutions. Un sujet que tu connais bien également, il faut adapter ces bâtiments et ces infrastructures. Le changement climatique et sur la thématique de l'eau, il y a des gestes simples qui sont ceux de la vie quotidienne, les éco-gestes qu'on va retrouver sur le site de l'ADEME ou du service public d'une manière générale, des temporisateurs sur les douches de nos chevaux, des choix de section de tuyaux d'arrosage qui vont pouvoir faire varier considérablement l'eau consommée en évitant d'avoir des gros tuyaux avec des fortes pressions. Voire l'utilisation de nettoyeurs haute pression pour laver nos chevaux, qui adorent ça quand on a pris un peu de temps pour les désensibiliser. Bref, plein de petites choses possibles qui vont contribuer à la réduction des consommations. Il faut faire attention au bien-être également. Le bien-être, bien sûr, c'est essentiel, que ce soit la boue ou les canicules. Il nous faut adapter nos bâtiments de manière à ce que nos chevaux puissent rester au sec lorsque les pluies sont diluviennes, avoir assez à boire lorsqu'il n'y a pas d'eau disponible en raison des sécheresses, et puis ne pas être dans une poussière, alors les chevaux et les humains, puisque les moniteurs d'équitation ou les salariés des structures ne doivent pas pâtir non plus de cette sécheresse. Garantir aussi la sécurité lors des tempêtes, tout ça c'est très important. Donc si on se résume, arroser moins, rechercher des alternatives, mais Agatha, il faut aussi peut-être diversifier les ressources en eau. Dès lors qu'une source d'eau va amener à se tarir, effectivement, on peut imaginer utiliser d'autres types d'eau qu'on a listés tout à l'heure. Mais attention, la réglementation, on en a listé quelques points un peu plus tôt, mais aussi attention là encore au stockage, car effectivement, un centre équestre à l'année peut être amené à stocker des quantités énormissimes d'eau, et ceci pose des questions, notamment vis-à-vis des autres usagers, la faune et la flore locale, l'impact sur toute la chaîne. Attention aussi aux sources d'eau un peu plus exotiques. Je vais citer par exemple le dessalement de l'eau de mer, qui peut être une fausse bonne idée. Là, avant tout, réduire le besoin et ensuite diversifier ses ressources, tout en ayant cette vision systémique et globale et bien avoir conscience de tous les impacts que peut avoir l'utilisation d'une source d'eau ou d'une autre. Et alors, on évoquait tout à l'heure les aspects qualitatifs. Il faut réduire les sources de pollution également. Effectivement, réduire ou supprimer les pollutions vers le milieu. Avant tout, avoir une fumière aux normes. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'azote, le phosphore, etc.
peut avoir un impact sur l'eau et la ressource en eau, via notamment une fumière qui n'est pas aux normes. Ramasser quotidiennement les crottins sur les aires découvertes peut être un autre levier. Récupérer les eaux de lavage des machines pour filtrer les fuites de carburant et d'huile ou des hydrocarbures. Déplacer les râteliers régulièrement dans les prairies, là encore, finalement, quand on aura beaucoup d'animaux au même endroit, ils vont déposer leur déjection au même endroit et ça fait vraiment un hotspot de pollution potentielle. Donc déplacer les râteliers permet d'éviter cela, tout en évitant le surpâturage et surtout la compaction du sol autour de ces râteliers. Il faut aménager les points d'abreuvement aussi. Effectivement, ça fait lien avec l'aménagement des berges, finalement avoir l'impact le plus petit possible sur l'eau de manière générale. Et par exemple, on peut imaginer des pompes à museau qui permettent d'amener l'eau du cours d'eau un peu plus haut et que les animaux s'abreuvent dans cette pompe au lieu de s'abreuver directement dans le cours d'eau, ce qui permet d'éviter des pollutions notamment liées au dépôt des déjections dans le cours d'eau. D'autres sources de pollution, les microplastiques. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure, les microplastiques, les pollutions chimiques liées aux adjuvants des sols équestres, mais aussi il y a les vermifuges, les traitements médicamenteux, etc. C'est tout autant d'impacts potentiels sur la ressource en eau qu'il faut garder à l'esprit. Alors il y a des leviers aussi d'ordre agroécologique, et là la filière n'est pas si mal placée dans ce domaine. On va parler maintenant des leviers où on prend un peu plus de recul et de hauteur. On va parler d'aménagement parcellaire et surtout de la plantation de haies ou la présence de haies. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça réduit le ruissellement et ça permet aussi de stocker plus l'eau dans les sols. Attention là encore aux espèces toxiques pour les chevaux et les espèces surtout non locales. Je vais reparler d'aménagement des berges via des bandes enherbées par exemple. N'oublions pas que réduire le surpâturage et prendre soin des sols via le pâturage tournant, l'ajustement de la fertilisation après analyse des sols, etc. permet de garder une couverture permanente des sols, ce qui permet de jouer le rôle de filtre pour l'eau. Préserver les prairies permanentes et diversifier les variétés cultivées sont tout autant des leviers qu'il faut mettre en place, ce qui permet de travailler sur l'adaptation des variétés à la sécheresse. Et finalement, ici, la filière équine a des impacts plutôt positifs parce qu'on a des prairies permanentes, on a des haies et on peut réduire le surpâturage. On a des cartes à jouer. Il faut diversifier les variétés de culture aussi. Oui, effectivement, en travaillant sur leur adaptation au changement climatique. N'oublions pas que l'adaptation au changement climatique, c'est aussi rechercher des complémentarités et des échanges de savoir et de services avec les autres productions agricoles, les autres sports, etc. C'est aussi s'intégrer dans une démarche de progrès quand c'est possible, à l'échelle de l'exploitation et de manière collective, à celle du bassin versant par exemple. Alors pour aller plus loin dans l'évolution de ces pratiques, il y a des programmes et des projets de recherche en cours. J'aimerais mettre en avant 3 projets. Le premier est CERSO, dont l'acronyme veut dire « Construire et actualiser des références de consommation d'eau en élevage adaptées à la diversité des systèmes de production et des zones climatiques en Auvergne-Rhône-Alpes ». L'IFCE est partenaire et globalement, l'objectif de ce projet-là, c'est d'avoir des éléments quantifiés, des consommations d'eau quantifiées sur 2 types de structures équines suivies. Donc finalement, on aura pour la première fois des références objectivées sur les consommations d'eau sur 2 sites. Un deuxième projet, c'est Equidef. C'est une étude qui porte sur la charge polluante issue des aires stabilisées, dont j'ai parlé tout à l'heure. On aura là encore des références qui permettront de savoir si les aires stabilisées polluent, et si oui, quel est le taux de pollution, et surtout quels sont les leviers à mettre en place pour les diminuer. Ce projet-là est porté par l'IFCE. Alors on parlait tout à l'heure de l'importance des sols équestres. Il y a un programme de recherche là-dessus aussi, Solorga. Solorga, effectivement, va étudier les performances environnementales et sportives des sols équestres à base de bois et de broussailles. Donc ce projet est porté par l'IFCE. Et ici, l'intérêt premier de ces sols-là, c'est d'économiser de l'eau parce qu'ils ne nécessitent pas d'apport d'eau. Mais les questions qu'on se pose, c'est que faire de ces biomasses utilisées? Est-ce qu'elles sont compostables ou pas? Quels impacts elles ont sur la locomotion des chevaux? Et quel peut être leur déploiement sur la filière équine. On aura l'occasion d'en parler dans un autre podcast. On arrive à la fin de cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut retenir si on veut faire un résumé de nos échanges? Il faut d'abord adapter son activité. Il va falloir s'adapter, effectivement, au manque d'eau, au trop-plein d'eau, mais cela nécessite de changer ses pratiques. N'oublions pas que la filière équine a des atouts. Il faut aussi retenir que l'eau, quand on va souhaiter la stocker, quand elle est abondante, c'est possible, mais n'oublions pas que cela va peut-être affecter la biodiversité qui en dépend. Par exemple, un même dispositif de stockage peut avoir des impacts négatifs, tout comme être une solution adaptée, tout dépend du territoire. Là encore, attention, les solutions miracles n'existent pas. Finalement, il va y avoir d'énormes disparités locales, et on l'a dit, et elles devront être prises en compte pour tous les maillons de la filière. Ça nous interroge aussi sur la répartition de ces activités au niveau géographique.
Et oui, le regard de la société, il va forcément être différent d'une région à l'autre et d'une année sur l'autre. On a la mémoire courte souvent. Il nous faut engager vraiment une réflexion à moyen et long terme et se dire que nous nous inscrivons dans les activités économiques, qu'elles soient sportives, agricoles, conformément au plan défini par le gouvernement, au plan eau, dans la baisse de nos consommations d'eau de l'ordre de 10% à l'horizon 2030. Chacun d'entre nous peut et doit y contribuer. En tout cas, moi, c'est le sentiment que je partage avec Agatha. Merci Françoise, merci Agatha. Merci. Merci à vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Sciences et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.